Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la pollution médicamenteuse, celle qui résulte des déjections humaines et animales après l'ingestion de médicaments. Nous sommes avec les membres fondateurs de l'Association pour l'optimisation de la qualité des soins, l'ASOQS, qui tenait vendredi 16 novembre 2018 à la Domus Medica d'Épinal un comité de pilotage élargi du projet Éco-prescription. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Docteur Alain Petit, Étienne Curien, Patrick Bastien, bonjour. 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 On va commencer avec vous, docteur Patrick Bastien. Ici, la Domus Medica, c'est le siège notamment de l'Ordre des médecins, des dentistes. C'est le lieu que vous avez choisi pour tenir votre comité de pilotage, pour présenter aujourd'hui le bilan de l'action éco-prescription. On va du coup en profiter pour savoir nous aussi ce qu'est cette démarche, cette action éco-prescription. Donc cette démarche a été initiée en 2014 et pour la phase opérationnelle en 2016, donc ça fait 2 ans. L'objectif principal était de sensibiliser à la fois nos collègues médecins, pharmaciens et vétérinaires à une problématique peu connue des milieux médicaux, à savoir l'impact environnemental des médicaments que nous utilisons tous les jours, quotidiennement, pour nos patients. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Eh bien, ça veut dire que le médicament, qui est une molécule destinée à agir sur le vivant, continue son action une fois qu'il est en dehors du vivant, c'est-à-dire soit excrété naturellement, soit jeté dans la nature, et qu'effectivement, ça peut poser des problèmes, puisque tous les médicaments n'ont pas les mêmes caractéristiques et n'ont pas la même durée d'action et de toxicité. Donc ça veut dire, si je vous suis bien, docteur Bastien, que lorsque je vais aux toilettes, pour dire les choses très clairement, j'évacue en même temps des restes de molécules de mes médicaments que j'ai éventuellement ingérés, et tout ça va continuer à agir dans le milieu naturel, donc impacter là aussi la faune et la flore. Tout à fait. Notre réflexion a été alimentée par une étude qui avait été faite par les Suédois dans les années 2000, début des années 2000, et qui montrait que le taux de médicaments dans l'eau avait un certain niveau et qu'il était 100 à 1000 fois plus important dans l'organisme des poissons ou des micro-organismes. Donc le médicament qui est fait pour agir sur le vivant continue, effectivement, une fois qu'il a été excrété. Et notre réflexion vise à essayer de sélectionner parmi les médicaments que nous utilisons à efficacité et à action égale, les médicaments le moins impactants. L'Association pour l'optimisation de la qualité des soins, c'est donc une association. Vous en êtes tous les trois à l'initiative. Ça veut dire que cette démarche-là, qui se préoccupe de l'impact des médicaments sur l'environnement, c'est une démarche privée. On pourrait s'attendre à ce que ce soit une action menée par les plus hautes instances médicales. Non, effectivement, c'est une démarche qui provient des médecins généralistes membres de l'association, Lorraine, et là ici dans les Vosges, qui vise à porter la réflexion qu'au-delà de notre action individuelle vis-à-vis des patients qu'on reçoit tous les jours, il y a également une réflexion globale et populationnelle sur la conséquence des décisions que nous prenons pour des patients individuels. Et donc ça fait partie simplement de l'amélioration de la qualité des soins. Au-delà de la qualité des soins donnés individuellement, on réflexion sur le problème populationnel, c'est-à-dire les médicaments qui sont rejetés dans l'eau, ils impactent l'ensemble de la population autour du patient. Vous avez mené donc un certain nombre d'études pour essayer de comprendre factuellement ce qui se passe sur le terrain. Justement, où en êtes-vous aujourd'hui puisque vous présentez ce bilan ? Alors nous avons fait des études sur 2 niveaux, sur déjà une analyse de l'eau à l'entrée des stations d'épuration et à la sortie, pour voir quels étaient les médicaments, parmi les médicaments, quels étaient ceux qui étaient présents à l'entrée et à la sortie. Le deuxième élément a été de convaincre les médecins de choisir à efficacité égale des médicaments à impact environnemental moindre, c'est-à-dire un index environnemental faible. Et le troisième point de notre action a été d'encourager également les patients à ramener leurs médicaments non utilisés, quand il en reste, chez le pharmacien avec lequel ils travaillent habituellement.
Donc ça, c'est une action, docteur Patrick Bastien, que vous avez menée dans les Vosges. Comment ça a fonctionné jusqu'ici? Quels sont les résultats, d'une part, de ces analyses, et comment a réagi à la fois la population, les professionnels de santé, et puis le public? Alors la population des professionnels de santé a bien réagi, puisqu'on a environ 80%, plus de 80% des médecins qui ont apporté un élément favorable à notre sollicitation. Le public, nous l'avons convié à plusieurs réunions institutionnelles pour leur présenter à la fois le projet et les résultats intermédiaires. Et nous avons également confirmé la présence de médicaments dans nos rivières, c'est-à-dire la vallée de la Moselle et de la Moselotte, conformément à ce que la littérature donnait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des médicaments à base de traces, à base de moléculaires, mais qui sont présents dans la sortie des stations d'épuration. Quand vous dites des traces, évidemment, c'est un terme scientifique qui signifie que c'est en très faible dose, mais néanmoins active. Pour que l'on comprenne bien, docteur Bastien, qu'est-ce que ça peut induire sur le milieu naturel lorsque sont présentes des molécules qui, normalement, évidemment, ne devraient pas être et devraient plutôt être retenues, si on veut bien, par l'organisme qu'il est censé soigner? Alors ça implique, alors le médicament est un des micropolluants, hein, et ce qui fait la complexité de les études, c'est qu'il s'associe à d'autres micropolluants pour faire des cocktails. On a démontré, sans forcément prouver la responsabilité, que sur le plan du sexe des poissons, enfin des poissons et des micro-organismes, grenouilles ou autres, enfin c'est pas des micro-organismes, des grenouilles, des batraciens, il y avait une influence du niveau hormonal environnemental. Il faut mettre aussi un bémol, puisque effectivement la température joue aussi sur les déterminants des sexes des batraciens, mais il y a probablement des actions. On n'a pas montré d'action pour l'instant sur l'humain. Si finalement on retrouve des traces, des résidus de médicaments dans l'environnement, notamment à travers l'eau, qui est au final responsable? Est-ce que c'est le laboratoire qui fabrique le médicament? Est-ce que c'est le médecin qui prescrit ce médicament? Est-ce que c'est finalement le patient qui va peut-être ingurgiter quelque chose sans se poser la question de l'impact sur son environnement? Au fond, qui est responsable? Étienne Curien? Alors, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est à vous que je passe la parole, bien sûr. Merci. Je pense qu'avant de parler de responsabilité, il faudrait déjà parler des conséquences. Et on n'est pas sûr qu'il y ait des conséquences, une toxicité aiguë. On sait de toute façon qu'il n'y a pas de toxicité aiguë. C'est-à-dire qu'on peut continuer à boire de l'eau du robinet sans aucun problème. Même si on va boire la tasse dans la Moselle parce qu'on s'est baigné et puis qu'on a mal respiré, il n'y a aucun risque. Par contre, on ne sait pas s'il y a un effet à long terme de la présence de ces molécules dans l'eau. Et on a quand même toujours l'habitude de se servir du principe de précaution. On dit que de trouver des molécules dans l'eau, c'est quand même pas banal et c'est quand même pas tout à fait normal. Donc, avant de parler de responsabilité, avant de pointer du doigt sur l'industrie pharmaceutique ou les docteurs ou les pharmaciens ou je ne sais quoi, je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de dire que cette présence-là est responsable de tel type de dégâts et ça, on ne sait pas. En même temps, justement, en vertu de l'application du principe de précaution, on pourrait se dire aussi, prenons les précautions pour que de toute façon ces molécules ne s'y retrouvent pas, indépendamment d'un impact prouvé ou pas. C'est le fond de notre démarche. C'est-à-dire que si on regarde d'une manière philosophique notre environnement en disant il n'est pas normal que dans l'eau des écoulements, on trouve des présences de molécules synthétiques fabriquées par l'homme. Ce n'est pas normal qu'elles soient là. On est en droit de se poser la question de savoir si elles ne seront pas responsables à terme de quelque chose. Donc là, c'est le fond de notre démarche. Mais bon, il est hors de question de dire... Alors, il nous faut, par contre, comme on est dans un principe de précaution, imaginer les pires conséquences, ou les conséquences à moyen terme, et de dire prévenons-les en établissant une base de données qui nous permettra de classer les molécules en fonction de leur persistance, en fonction de leur bioaccumulation, en fonction de leur éventuelle toxicité. Et cet index-là, PBT, nous permettra de dire cette molécule-ci est écotoxique, celle-là ne l'est pas. Et comme les deux molécules ont la même efficacité sur ce type de maladie, programmons et incitons les prescripteurs à utiliser celle qui a le moins d'impact écotoxique. Ça veut quand même dire, pour l'instant, si je vous suis bien, docteur Curien, c'est qu'en l'absence de lisibilité,
pour l'instant, aussi bien les labos que les médecins prescrivent sans se poser la question de savoir quel est l'impact des médicaments sur l'environnement. Oui, oui. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de soigner les gens? Ça, c'est... Ça ne m'appartient pas de répondre à cette question. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est que votre association, pour l'optimisation de la qualité des soins, se préoccupe de cette question-là. Donc c'est la prise de conscience qu'on essaye de passer auprès des prescripteurs. On a été surpris, comme nous l'avons été au tout début de notre étude, on a été surpris de cette problématique qui n'était pas encore prégnante il y a encore quelques années. Et les médecins que nous sommes allés voir sur le pays de Remiremont étaient tous à l'écoute de cette problématique. Trois garçons, trois copains, trois amis. Trois garçons, Johnny, Dick et Eddie. Nous avons le même âge, celui où l'on est un peu fou. Nous avons le même âge et nous avons les mêmes goûts. Trois garçons, trois amis, trois copains se sont trouvés un micro à la main. Parfois nous sommes en guerre, c'est à qui se fauche les chansons. Oui, mais devant un verre, 2 jours après, à l'unisson, on en rit, on s'en fout, car nous voulons rester sur tout. Oh, trois copains, trois garçons, trois amis. Trois copains, Johnny, Dick et Eddie. Chacun a ses histoires et même différemment sa vie. Oh, mais vous pouvez me croire, si l'un de nous a des ennuis, on est là, et ma foi, pour livrer à n'importe quoi. Oh, trois garçons, trois copains, trois amis. Trois copains, Johnny, Dick et Eddie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours à la Domus Medica à Épinal, où se tenait ce matin un comité de pilotage de l'association pour l'optimisation de la qualité des soins. On parle éco-prescription avec les docteurs Alain Petit, Étienne Curien et Patrick Bastien. Alors, on vient de parler de ce qui se produit en aval, donc une fois que l'organisme humain a rejeté les excédents, on va dire, de médicaments qu'il n'a pas assimilés. Que se passe-t-il en amont, c'est-à-dire avant même, bien sûr, que l'on ingère ces médicaments, docteur Alain Petit? Oui, avant de parler effectivement de l'impact des médicaments dans l'eau, il y a la quantité et la qualité de ce qu'on peut prescrire qui a aussi un impact. Et on a sensibilisé les médecins justement sur cette problématique. Habituellement, les médecins prescrivent trop en quantité de médicaments. Et l'éco-prescription, c'est aussi ça, c'est diminuer la quantité de médicaments qui peuvent être délivrés, prescrits et délivrés, et aussi au niveau de la qualité de la prescription, c'est-à-dire une prescription tout à fait raisonnée pour qu'elle soit au plus juste.
C'est-à-dire, s'il ne faut pas prescrire un médicament, on peut aussi ne pas fournir une ordonnance au patient et lui proposer des solutions non médicamenteuses. Donc ça fait partie aussi du projet éco-prescription. Mais là, vous allez vous faire des amis, docteur Petit, dans la mesure où, évidemment, le médecin, on sait bien que s'il ne prescrit pas, c'est un mauvais médecin. Et les patients sont demandeurs aussi, non, de cette prise en soin, de cette prise en main médicamenteuse. Il y a une éducation à faire, c'est-à-dire il faut parler avec nos patients, il faut leur dire pourquoi on fait ça, pourquoi on prescrit de cette manière-là, et aussi se faire aider par les institutions, la CPAM par exemple, qui peut nous aider à prescrire moins d'antibiotiques en faisant aussi un programme promotionnel pour éduquer la patientèle et leur montrer pourquoi on prescrit moins d'antibiotiques, pourquoi on est amené à prendre cette position. En même temps, là aussi, finalement, tout le système nous pousse à consommer, alors d'une manière générale, à peu près tout et n'importe quoi, mais aussi des médicaments. Je pense notamment à la manière dont les médicaments sont conditionnés. Par exemple, dans les emballages, on a besoin d'une pilule, mais on en a 10 dans la boîte. Voilà, il y aurait quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. Souvent, quand on est amené à prescrire un médicament, il peut être mal toléré ou non toléré. À ce moment-là, on est amené à l'arrêter. Le patient est amené à arrêter ce médicament. On pourrait effectivement proposer des boîtes, des conditionnements différents pour démarrer un traitement et ne pas avoir à jeter l'excédent à la poubelle. Voilà, que ça ne devienne pas un déchet médicamenteux. Votre démarche s'adresse non seulement aux médecins, mais aussi aux vétérinaires. Mais avec les vétérinaires, chez les vétérinaires, la manière est un peu différente, notamment en raison de, si j'ai bien compris, docteur Petit, de la manière de prescrire. Alors, les conditions chez les vétérinaires sont tout à fait différentes, puisqu'il y a un aspect économique aussi qui vient s'impacter là-dessus. Les éleveurs payent leurs médicaments directement, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et si on leur demande, si on demande aux vétérinaires donc, de prescrire mieux, les éleveurs vont automatiquement suivre cette disposition parce que c'est eux qui vont payer le médicament. Donc si on leur dit pourquoi on ne prescrit pas et que c'est dans leur intérêt, ils le feront facilement, plus facilement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système similaire, maintenant que j'y pense, avec l'humain? Alors ça, la question un petit peu Petit qui se retourne. Voilà, c'est un petit peu difficile. Hein. Jusqu'à maintenant, on a eu l'habitude d'avoir tout gratuit, tout remboursé. Donc le consommateur n'a pas conscience du coût du médicament. Docteur Bastien, vous vouliez rajouter? Oui, non, tout n'est pas gratuit, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye, et le budget de la sécurité sociale est largement alimenté par la population. Le problème des MNU, c'est-à-dire de médicaments non utilisés, est également une perspective du contrat thérapeutique. C'est-à-dire que quand un médecin, avec une alliance avec le patient, décide de lui proposer une prise en compte de sa demande qui passe par des médicaments, il faut s'assurer, il est bon de s'assurer que, d'une part, le patient a bien compris pourquoi on faisait la démarche, vérifier aussi que, ce que disait mon collègue, que le boitage, quand il est possible, soit adapté. Si j'ai besoin de traiter quelqu'un pour 5 jours pour une douleur rhumatismale, je n'ai pas besoin d'une boîte de 30. Mais on s'aperçoit dans l'étude là, qui a été présentée ce matin que 18% des patients achètent le médicament et ne le prennent pas. Donc ça veut dire que quelque part, il n'y a pas eu d'alliance thérapeutique entre le prescripteur et son patient. Sinon, effectivement, un malade, après nous avoir demandé notre avis, peut très bien dire « je vous demande votre avis, j'ai entendu votre avis, mais je ne prendrai pas le médicament ». Il est libre. Des fois, c'est dommage. Parce que mais 18%, voilà. C'est considérable. 18%, c'est considérable. Mais c'est ce qui a été obtenu à l'enquête qui a été faite auprès de patients qui ramenaient les médicaments chez les pharmaciens. Donc c'était une enquête in situ, quoi. C'était pas des sondages. Et donc 18% des patients ne prennent pas leurs médicaments. À ce comité de pilotage qui s'est tenu ce matin à la Domus Medica d'Épinal, vous présentiez donc le bilan de cette action éco-prescription. Qui est-ce qui était présent à ce comité de pilotage et comment la restitution de vos travaux a-t-elle été perçue?
Alors étaient présents à la fois des membres du conseil scientifique, c'est-à-dire des éléments de personnes qui sont mandatées par la SOX pour apporter leurs compétences scientifiques, et les membres, les responsables ou les représentants des structures qui nous ont aidés à financer cette action. Certains étaient excusés, en particulier le conseil régional, mais il y avait des représentants de l'agence de l'eau, qui étaient attentifs évidemment à cet impact médicamenteux dans l'eau. Il y avait également une représentante du conseil départemental. À titre d'auditeur, nous avions des responsables de la caisse primaire d'assurance maladie qui étaient venus écouter les résultats de notre action, et on envisage avec eux, et c'est encore trop tôt pour le développer, de faire des actions communes avec la caisse primaire des Vosges. Et il y avait également le directeur du pays de Remiremont, zone sur laquelle nous avons exécuté cette action. Donc c'était la zone populationnelle sur laquelle nous avons fait cette action, et qui, depuis le début, nous ont appuyés sur la communication essentielle avec les gens du pays. Alors, on arrive maintenant à un point crucial de l'action de l'Association pour l'optimisation de la qualité des soins. Le travail a été fait. Maintenant que vous avez des éléments chiffrés et que vous avez commencé à sensibiliser la profession médicale, les professionnels de la médecine dans les Vosges, quelle est la prochaine étape de votre action ? Bien, la prochaine étape de l'action, c'est de continuer, de diffuser cette expérience pour répondre à des demandes qui nous ont déjà été adressées de différents endroits français, pour dupliquer cette action. L'objectif final, si j'ose dire, est d'arriver à demander à ce que la réglementation médicamenteuse sur l'autorisation de mise sur le marché des médicaments intègre dans la réglementation l'information sur l'impact environnemental. Il y a des logos, il y a des pictogrammes sur les médicaments qui informent d'un médicament qui va faire dormir, qui va baisser la vigilance, etc. On souhaiterait qu'il y ait également un pictogramme à destination des prescripteurs essentiellement, qui donne un niveau d'impact environnemental des médicaments qui sont utilisés quotidiennement. Donc ça, c'est l'action à très long terme. Donc c'est une réglementation, ou en tout cas une réglementation assez lourde. Qui décide, le cas échéant, docteur Bastien, de l'apposition d'un tel pictogramme ? Alors actuellement, c'est l'autorisation de mise sur le marché est européenne. Donc c'est au niveau de la réglementation européenne où il existe déjà des textes, mais qui sont relativement flous et peu contraignants, qui nécessitent d'informer et de donner des informations essentiellement sur l'impact environnemental actuel, mais qui sont d'une part pas mis à la connaissance des prescripteurs, c'est-à-dire c'est pas visible, et quand c'est visible, en tout cas pour les vétérinaires, c'est relativement flou. Donc on souhaite que cette promotion, cette information soit accessible à n'importe quel prescripteur pour optimiser sa prescription quand il le souhaite. Ça veut dire, si je vous suis bien, que l'association pour l'optimisation de la qualité des soins, née ici dans les Vosges, ce sont essentiellement vous trois, docteur Alain Petit, docteur Étienne Curien et docteur Patrick Bastien, qui portez ce projet avec l'ambition d'aboutir à une réglementation européenne. Alors, nous sommes à l'origine je dirais, de cette initiative au niveau local, mais notre travail depuis 4 ans a bien montré que nous ne sommes pas les seuls à nous interroger sur ce problème. Il y a des réflexions nous avons été en contact avec des associations lyonnaises, avec des associations du bassin d'Arcachon, avec des associations du Midi de la France. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question. Nous sommes les premiers à avoir mis cette question sur la table des médecins généralistes. Et j'imagine que pour la suite des événements, vous avez probablement une stratégie d'action qui vous permet comme ça de monter en puissance et d'aboutir à la position obligatoire de ce pictogramme éco-prescription sur les médicaments. En tout cas, une première marche de notre action, ça va être de diffuser auprès des congrès médicaux et des différents événements qui peuvent se passer sur le territoire français, pour profiter des tribunes où les gens s'interrogent sur l'éco-environnement et sur l'impact des micropolluants, pour se déplacer et aller porter le témoignage. Sur les bords de la Moselle, j'avais un amour. Elle me faisait des quenelles
des patates au four. Elle me cuisait des tartes aux myrtilles. Me glissait dans ses lettres des jonquilles. Sur les bords de la Moselle, je prenais le train. J'allais voir Mirabelle les jeudis matins. Dans les squares d'Épinal, on s'envoyait des baisers que l'hiver nous givrait. Sur les bords de la Moselle, sur la voie ferrée, de Nancy à Vittel, mon père travaillait. Il rêvait de l'Orient, de la Perse, en serrant les éclisses des traverses. Sur les bords de la Moselle, j'avais un amour qui me faisait des quenelles, des patates au four. J'avais 15 ans à peine et je brûlais les vieux navires de guerre qui coulaient. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Docteur Patrick Bastien, avec vos confrères, le docteur Alain Petit, le docteur Étienne Curien, vous avez fondé l'association pour l'optimisation de la qualité des soins, travaillé sur une action d'éco-prescription qui vise à évaluer ou en tout cas à minimiser l'impact des rejets médicamenteux dans l'environnement. Vous avez aujourd'hui la connaissance à travers toutes les études que vous avez menées, vous avez l'expérience, vous avez un certain savoir-faire, vous avez des données scientifiques. Le projet, c'est évidemment d'amener à ce que cette mention d'éco-prescription, à savoir à qualité de soins égale, minimiser l'impact des médicaments sur l'environnement. Où en êtes-vous aujourd'hui et est-ce que ça va être votre travail d'association basé sur le volontariat que de mener ce projet à bien? Le projet, la seconde partie du projet se termine. C'est-à-dire que nous avons des éléments descriptifs sur la méthode que nous avons menée, sur les éléments positifs qui sont essentiellement liés par la communication et l'intercommunication entre différents professionnels, médecins, pharmaciens, vétérinaires, également institutions de type public, parapublic, sur une problématique commune. Donc ça, c'est très enrichissant. Donc c'est quelque chose que nous allons porter témoignage. Le second point sur lequel nous nous proposons d'aller effectivement témoigner,
c'est la nature du sujet, c'est-à-dire les actions, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, en amont, c'est-à-dire la connaissance des qualités ou des défauts de telle ou telle molécule. En amont également, la possibilité d'avoir un contrat thérapeutique explicite avec les patients pour éviter les médicaments non utilisés. Ça inclut le packaging et les décisions que nous prenons. Et tous ces éléments, il faut le mettre à disposition des différents confrères, collègues ou populations qui sont attentifs à ce type de problème. Dans l'objectif de 2019, ça va être effectivement d'aller porter témoignage sur l'action. Et après, en fonction je dirais, de l'intérêt que ça peut provoquer soit dans la population et ou chez les confrères, leur proposer notre expertise sur ce problème, sur ce dossier. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, docteur Bastien, de finalement que ce soufflet que vous avez contribué à révéler au grand public, et au premier rang desquels la profession médicale, retombe tout simplement parce que eh bien, on a peut-être d'autres chats à fouetter, on a peut-être d'autres préoccupations en se disant, bon ben voilà, c'est bien sympa, l'éco-prescription, on comprend l'enjeu, mais on n'a pas envie de s'occuper de ça, et puis finalement, on va se refiler la patate chaude. C'est le défi que nous allons voir, que nous allons mesurer en fonction de l'appétence des collègues ou de la population sur ce sujet. Nous ne ferons et nous apporterons notre expertise que s'il y a une demande qui va s'exprimer à l'issue des présentations que nous ferons. Il est trop tôt actuellement pour dire de quelle nature est la demande. On sait qu'il y a des équipes qui travaillent sur ce sujet. Il y a très peu d'équipes de médecins. Mais les réseaux, à la fois de médicaux, vétérinaires ou pharmaciens existent. Est-ce qu'ils vont s'approprier ? Actuellement, je ne peux pas vous le dire. En quelque sorte, vous êtes des lanceurs d'alerte à voir si en face, la profession, la population, l'administration réagit en fait à ce cri. Voilà, c'est une alerte qui existait déjà dans le milieu scientifique, qui n'existait pas dans le milieu des prescripteurs, que ce soit pharmaciens, vétérinaires ou médecins. L'alerte est lancée et 2019 nous dira si effectivement le bruit de la trompe a été entendu. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, je ne sais pas lequel de vous trois veut répondre, mais de se dire, finalement, on a ici mis le doigt sur un véritable problème de santé publique et d'environnement, et puis de se dire, voilà, c'est pas notre job forcément en tant que citoyen, même regroupé au sein d'une association, mais c'est d'ailleurs valable pour toutes les associations qui se mobilisent pour quel que soit le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur un peu frustrant de se dire, tout le travail qu'on a mis en œuvre, finalement, nos concitoyens ne s'en préoccupent pas, et encore moins peut-être ceux qui devraient s'en préoccuper en premier lieu, à savoir les décideurs. Frustrant, on va dire. Mes collègues et moi, on a souvent, pendant longtemps, travaillé sur l'accompagnement de la profession de médecins généralistes. Il y a beaucoup d'alertes que nous avons lancées il y a 10 ou 15 ans, en expliquant aux différentes tribunes qu'on allait droit dans le mur. On n'est pas tout seul pour montrer qu'on est dans le mur maintenant. Donc sur le plan frustré, nous le sommes depuis assez longtemps. Et nous sommes philosophes. Nous lançons les alertes. Ils sont ramassés ou pas. Quand ils ne sont pas ramassés, nous avons la situation de l'organisation des soins actuelle qui parle d'elle-même. Avec jamais une envie de peut-être vous engager différemment ou peut-être précisément arriver à agglomérer autour de vous. Vous êtes trois, évidemment, on imagine bien que c'est un peu insuffisant pour mener un tel combat, mais vous n'avez jamais envie de monter d'un cran, de trouver des partenaires, voilà, je ne vais pas dire jusqu'à changer le monde, mais pourquoi pas. L'envie, très certainement. Les moyens, peut-être un peu moins. Moi, j'en reviens toujours au même problème, c'est-à-dire que nous n'avons montré que des choses qui paraissaient déjà évidentes, c'est-à-dire qu'il y a la présence de médicaments dans l'eau, mais on n'a pas prouvé qu'il y avait un impact sur la santé de l'homme d'une manière scientifique. On ne sait pas, on ne le sait pas, on s'en doute. Il est fort probable que il y a beaucoup de choses qui nous font penser que les perturbateurs endocriniens sont responsables d'un certain nombre de maladies, que les pesticides sont seraient certainement responsables de l'apparition de nouveaux cancers, etc., etc. La présence des médicaments dans l'eau, c'est pas anodin.
avoir l'envie d'aller plus loin pour que effectivement l'industrie pharmaceutique écoute nos recommandations, très modestement naturellement, mais c'est vraiment un combat, je ne veux pas dire perdu d'avance, mais c'est un combat extrêmement difficile entre quelques 3 médecins mousquetaires, vosgiens de surcroît, face à l'industrie pharmaceutique mondiale. Ça paraît déraisonnable quand même, ça me semble déraisonnable. Donc je pense que la solution, elle vient très certainement de l'essaimage, de l'imbibition, de l'infusion, de la transpiration de ces idées-là à travers une population suffisamment nombreuse pour qu'un jour, les politiques, parce que c'est les politiques qui doivent régler le problème, ce n'est pas les médecins, pour qu'un jour les politiques s'emparent de ce problème-là et obligent l'industrie pharmaceutique à éditer et à imprimer sur les dictionnaires de thérapeutique l'impact écotoxique des médicaments. Docteur Alain Petit, vous partagez, j'imagine, le propos du docteur Curien ? Alors moi je pense que ce qui a été dit par Patrick et Étienne est tout à fait juste. On s'est attaqué aussi à un problème quand même qui peut paraître particulièrement dérisoire par rapport à l'endroit où on est dans le mur actuellement, puisqu'on est en plein dedans. Et donc face aux grands problèmes écologiques comme l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère, les pollutions océaniques, le plastique, etc., notre pollution à laquelle on s'intéresse, les médicaments, peut paraître un combat d'avant-garde certes, mais peut-être d'arrière-garde par rapport à l'importance des problèmes auxquels on doit faire face actuellement. Alors est-ce que ça va intéresser la population ? Ça, on ne sait pas, ça intéresse un peu les médecins, quand on leur en parle, oui, c'est intéressant, mais est-ce que la population va s'emparer de ce problème ? Est-ce qu'on va être suivi ? C'est très difficile à apprécier. Épané dans un nénuphar, il y a des questions qui tournent en rond. Comment ça marche, un pauvre con? Je suis la langue et puis les nerfs, je suis les muscles et puis la chair. Je suis un petit rien sur la terre, je suis un numéro de cimetière. J'y vois des serpents à plumes, enlacés dans toutes les coutumes. Moi je vois rien, c'est trop petit. Et on me dit qu'il y a de la vie. Encore, il y a de la vie. Encore, il y a de la vie. Encore, il y a de la vie. Encore, je suis fragile, sans garantie. Pièces et main d'œuvre, pas compris. Non, pas compris. Il y a des questions qui tournent en rond. Comment ça se répare, un pauvre con? Je suis organe et matière, les molécules mises à l'envers. Un ridicule morceau de terre, un petit rien dans l'univers. On n'a pas encore le mode d'emploi, mais faut pas faire ça et ça. Et puis y a des trucs en tout petit. Moi je crois bien qu'il est écrit qu'il y a de la vie. Encore, il y a de la vie. Encore, il y a de la vie. Encore, il y a de la vie. Encore. Je suis la langue et puis les nerfs, je suis les muscles et puis la chair. Je suis un petit rien sur la terre, je suis un numéro de cimetière. Je suis organe et matière, des molécules mises à l'envers. Un ridicule morceau de terre, un petit rien dans l'univers. Durablement vôtre, Éric Mutschler.
Docteur Alain Petit, Étienne Curien et Patrick Bastien, vous êtes engagés tous les trois dans cette association pour l'optimisation de la qualité des soins. Qu'est-ce qui fait que les trois médecins généralistes que vous êtes se sont penchés sur la question de l'éco-prescription, cet impact des médicaments sur l'environnement? Après tout, vous pourriez peut-être passer plutôt du temps à faire du golf, de la régate, que sais-je encore. Non, vous, votre truc, c'est l'éco-prescription. C'est pas franchement que l'éco-prescription, mais c'est l'éco-prescription quand même. Je ne sais pas exactement les motivations de mes confrères, de mes collègues, mais moi, mes motivations, c'est, même en amont de la santé environnementale, c'est le développement durable. C'est-à-dire que dans les grands défis qui sont devant nous, le développement durable me paraît être une des armes les plus efficaces contre les écueils qui nous menacent. Donc, dans tout ça, si on descend un petit peu dans l'échelle des risques, après, c'est la santé environnementale. Dans la santé environnementale, pourquoi pas les résidus médicamenteux? Donc voilà, la motivation, elle est là. Et la réflexion, elle est pas pour mes enfants, mais pour mes petits-enfants. Donc voilà, en gros, c'est ma motivation. Et alors après, je reste à ma place de grand-père. Je ne veux pas imaginer que j'ai une position qui me permet d'influencer le monde. Donc c'est en agissant localement, je pense qu'on arrivera peut-être un jour ou l'autre à faire bouger les choses. Docteur Alain Petit, vos motivations? La motivation, c'est un engagement, personnel et c'est un engagement aussi citoyen, comme disait Étienne Curien aussi, c'est pour nous, mais c'est aussi pour nos enfants, nos descendants. Chacun doit prendre acte de ça et se préoccuper à titre individuel de ce qui l'entoure. Ça va des quelques mètres d'air qui nous entourent à la planète. On est tous sur le même bateau. Et je pense que tout le monde devrait avoir un peu conscience et agir en tant que citoyen et de ne pas toujours attendre des pouvoirs publics que les décisions soient prises. On voit à quelle vitesse ça va pour l'ensemble des pollutions environnementales. Est-ce que vous êtes trois médecins atypiques, particulièrement engagés, ou est-ce que vous êtes au contraire représentatifs de votre profession? J'en sais rien, mais il y a eu une convergence parce qu'on a certainement le même cheminement philosophique vis-à-vis de la profession d'une part et de l'écologie d'autre part. On a eu un peu le même parcours. Même question, docteur Patrick Bastien, votre motivation à vous engager dans cette démarche d'éco-prescription? Tout d'abord, c'est l'expérience professionnelle. J'ai passé ma vie professionnelle à répondre à des problématiques individuelles. Et à côté de ces problématiques individuelles, il y a des éléments populationnels, et ça, c'en est une. Ensuite, l'élément, le motif principal, c'est aussi de se saisir d'une problématique avant qu'on nous l'impose. Et ça nous regarde, c'est-à-dire ça nous regarde, la population nous confie sa santé, on a repéré une possibilité de risque, c'est à nous à la fois de la prendre en compte et de la diffuser auprès de nos collègues de la population. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Docteur Alain Petit, Étienne Curien et Patrick Bastien, tous les trois membres fondateurs de l'association pour l'optimisation de la qualité des soins. On est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Coup de gueule, moi. Docteur Étienne Curien. Coup de gueule. Coup de gueule, parce que j'aimerais bien avoir des concitoyens qui réfléchissent à l'avenir de notre planète. Et c'est visiblement pas le cas. Et demain, il va y avoir des gens qui vont aller manifester parce que le prix de l'essence est trop cher. Moi, je pense que le prix de l'essence n'est pas suffisamment cher. Et c'est mon coup de gueule. Mais ça, vous dites ça, docteur Curien, parce que vous êtes médecin, que vous avez un certain niveau de vie, et que vous avez les moyens, et que pour vous, l'essence, c'est pas vraiment un budget. Oui, j'achète du gasoil, mais enfin bon. Mais il est quand même cher. Effectivement, il est cher. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas revoir un peu nos modes de transport, même en milieu rural? Est-ce qu'il n'y a pas des formules intermédiaires qui nous permettraient de limiter un peu nos coûts de transport? Et les particules fines du diesel, tout le monde sait que ça fait 50 000 morts par an en France, et on continue. Et le CO2, on continue. Jusque quand?
Est-ce que finalement, dans cette affaire, docteur Curien, on n'a pas fait les choses à l'envers? C'est-à-dire que on taxe avant même de prévoir des situations ou des solutions alternatives. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas mieux fait de mettre en place les solutions et d'ensuite taxer, éventuellement, pour inciter nos Nous sommes concitoyens? dans une situation où on a 30 ans d'incurie, où il y a eu des décisions qui n'ont jamais été prises, et on paye les pots cassés là maintenant, et il faut qu'on prenne des décisions pour essayer de rattraper nos 30 ans de retard. Si on ne les prend pas, on est mort. Votre propos fait écho à ce qu'on a dit jusqu'à présent sur l'éco-prescription. Finalement, là aussi, dans ce domaine-là, vous lancez des alertes et puis ça prend ou pas, ça prend pas. Eh bien, vous voyez, ça change. Là, je prends un micro et je dis que je ne suis pas content des gilets jaunes. Allez-y, développez. Bah, je viens de développer. Les gilets jaunes revendiquent un prix du carburant un peu plus faible. S'oppose aux taxes, alors qu'on est dans un pays dans lequel les déficits s'accumulent, dans lesquels les frais de l'État sont de plus en plus importants. Il va falloir quand même bien qu'on trouve des ressources financières pour équilibrer nos budgets. Moi, je me souviens d'une parole d'un vieux député, maire de Remiremont, président du Conseil du Sénat, qui disait que quand il avait été ministre du Budget, je crois en 1974, il avait été le dernier ministre du budget à signer un budget équilibré. Depuis 1974, on a toujours fait du déficit. Il est peut-être temps que ça s'arrête. Alors, sans trahir bien sûr le secret professionnel, docteur Curien, vous êtes bien sûr en contact avec votre patientèle. Comment réagissent les gens? Parce que j'imagine, là aussi, on parle souvent de choses et d'autres. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment, malgré tout, que nos concitoyens sont peut-être un peu plus attentifs alors, probablement non, compte tenu de ce que vous venez de dire sur les gilets jaunes. Oui, je suis relativement pessimiste et je trouve qu'on fait tout pour essayer de... Je ne veux pas utiliser des termes affreux, mais je trouve qu'on fait un peu tout ce qu'il faut pour que les gens aient un niveau de réflexion de plus en plus bas. Les émissions télévisées, la culture en général, l'information en général. On ne diversifie pas du tout les sources d'information. On a des émissions télévisuelles qui anesthésient les gens. Comment voulez-vous que ces gens-là prennent le taureau par les cornes et disent où sont les problèmes, quelles sont les solutions, quelle est la bonne solution, etc. Durablement vôtre. Voilà. Docteur Curien, on a bien entendu, là c'est plus un coup de gueule, c'est un cri. C'est un cri. Docteur Alain Petit, allez, un peu de soleil, un peu de lumière. Alors on est toujours en train de crier, on est toujours contre, tout le monde s'oppose à tout. Moi je voudrais plutôt dire un coup de cœur. Coup de cœur dans la mesure où on a rencontré dans notre opération beaucoup de gens qui ont été... très favorable, très solidaire et très rapidement, que ce soit les institutionnels, que ce soit les médecins qui nous ont reçus, les pharmaciens. Même si tout n'a pas été parfait, c'est quand même intéressant à constater que l'ensemble des gens que nous avons côtoyés avaient un esprit quand même positif. Voilà, on peut le souligner. Je pense qu'il faut aussi être positif de temps en temps, d'autant plus que notre association, qui est pour l'optimisation des soins, il y a optimiste dedans. Il faut rester quand même un petit peu optimiste, sinon autant aller se suicider tout de suite. Je ne sais plus qui a dit. Nous n'avons plus le temps d'être pessimistes. On n'a plus le temps d'être pessimiste, et moi je serai optimiste quand je verrai des papillons qui seront dans notre environnement et qui vont se redévelopper. Là, on pourra commencer à être optimiste. En même temps, quand on voit... toute l'action que vous avez menée au sein de votre association, on peut se dire quand même c'est une énergie folle, même si bien sûr les partenaires ont suivi, mais c'est quand même énormément d'énergie pour faire bouger un tout petit peu les choses. Docteur Bastien? Oui, alors je ne reprendrai pas la métaphore du colibri bien connue. En coup de cœur, je dirais, un peu pour revenir à ce que Étienne Curien évoquait tout à l'heure, c'est que lors de notre conversation avec nos patients, on s'aperçoit que si on explique les choses, ça demande un petit peu de temps, mais si on explique des choses avec quelques arguments, je dirais, évalués, les gens sont en capacité de comprendre ce qu'on leur dit et de dialoguer. C'est-à-dire qu'il y a finalement beaucoup moins de gens imperméables à l'ensemble des données, y compris un peu complexes, que ce qu'on veut bien nous laisser entendre, soit par les émissions qu'on nous montre à droite ou à gauche, soit par, je dirais, un a priori.
Je pense que les gens sont attentifs, et si on se donne la peine, nous qui avons un petit bout d'expertise sur notre compétence, de leur expliquer. Pour autant, si nous sommes dans le mur, c'est que tout le monde y va. Si nous sommes dans le mur, c'est que globalement, le recul par rapport aux décisions que l'on prend, on a effectivement, c'est un truisme de dire ça, une approche individuelle, sachant que tout le monde va essayer de se sauver tout seul, ce qui est une douce illusion. Mais je pense que la population n'a pas franchement les manettes des décisions qui lui sont imposées. Et, enfin, c'est une analyse personnelle, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas les populations, les citoyens ne sont pas en capacité de donner un avis sur les choses qui leur concernent tous les jours. Docteur Alain Petit, docteur Étienne Curien et docteur Patrick Bastien, merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur le projet Éco-prescription porté par l'Association pour l'optimisation de la qualité des soins, l'ASOX, dans les Vosges, avec les docteurs Patrick Bastien, Étienne Curien et Alain Petit, membres fondateurs de l'ASOX. Pour en savoir plus sur cette association et la démarche éco-prescription, rendez-vous sur sesoignersanspolier.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre 3 garçons, 3 amis par Hervé Fornery alias Dick Rivers, paru sur la face B du 45 tours sorti en 1966. Les bords de la Moselle par le Haut-Marnais Yves Simon, paru sur l'album Au pays des merveilles de Juliette, sorti en 1973. Et enfin, Il y a de la vie par le groupe Les Petites Bourrettes, paru sur l'album Bam Bam, sorti en 2006. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.